Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce lundi, Farba Ngom à la division des investigations criminelles. Il s'est présenté volontairement pour récupérer le mandat de comparution selon ses avocats. L'opposant fera face aux enquêteurs jeudi à 10h. Sonadis, la belle époque des Sénégalais se rappelle au bon souvenir de la Société nationale de distribution. L'État veut ressusciter le réseau avec 2000 boutiques témoins. Objectif, contrôler puis maîtriser les prix des denrées de consommation courantes. Reportage à suivre. À la une également, l'actualité mondiale, la révolution IA, intelligence artificielle. Chefs de gouvernement et leaders de la tech se réunissent sur 2 jours à Paris pour débattre de l'irréversible IA. De quoi s'agit-il? Comment l'utiliser? Comment l'Afrique se positionne face à cette révolution technologique? C'est notre débat de ce soir dans Soir d'Info. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. Ces avocats ne savent toujours pas ce qu'on lui reproche. Farba Ngom sera présent tout de même jeudi à 10h à la division des investigations criminelles où il s'est rendu aujourd'hui même pour récupérer le mandat de comparution. Voici ses avocats. Nous aurons l'honneur de l'accompagner pour la protection des droits et libertés que nous accorde notre Constitution. Monsieur Farba Ngom a reçu la convocation, elle est avec lui, il répondra à la convocation, au mandat de comparution plutôt que convocation. Il répondra à la convocation, mandat de comparution, en notre présence, Inch'Allah, dans les prochains jours. Personnellement, je ne sais pas encore ce qui lui est reproché et je ne crois pas que mes confrères qui sont ici sache aussi ce qui est reproché à Farba Ngom et lui-même ne sait pas ce qu'on va lui demander ni ce qu'on lui reproche. Alors cela fait 3 mois qu'on court, qu'on saute, qu'on danse, qu'on parle de tout et de rien. Et personne ne sait encore pourquoi cet homme est livré au public. Nous verrons dans quelques jours. Je précise que Farba est venu volontairement. Il n'a pas été contraint. Il est venu volontairement prendre la convocation. La convocation qui lui est destinée pour comparaître devant le juge d'instruction du pôle financier le jeudi 13 février à 10h. C'est ce qui ressort de la convocation. Donc Farba n'a pas attendu que la convocation soit délaissée là où il est, chez lui ou bien dans sa communauté, mais dès qu'il a été informé, il est venu volontairement prendre cette convocation-là. Et la convocation lui a été notifiée par le commissaire Diouf. L'actualité politique, c'est le lancement du Front de la défense de la démocratie et de la République sans la nouvelle responsabilité de Amadouba. La NR se dit solidaire mais préfère creuser seul son sillon du côté de l'opposition. Voyons tout cela avec Alassane Ba. L'appellation montre déjà les objectifs précis que se sont fixés les membres du Front pour la défense de la démocratie et de la République. L'ambition d'être une force alternative de proposition. Mais certains leaders de l'opposition, à l'image de Amadouba, n'ont pas répondu à l'appel. Le leader de la nouvelle responsabilité ne veut pas s'allier à des partis qui l'ont trahi, d'après le quotidien. Je pense que c'est trop fort de café de parler de trahison dans un domaine politique. Chacun peut être accusé des traîtres de l'autre. Ce qui est important, ou ce qui aurait dû être le choix de Amadouba, c'est d'être avec l'opposition. Parce que j'estime qu'il n'est pas avec le pouvoir. Or, la neutralité en soi n'existe pas en politique. Ne pas être avec les forces de défense de la démocratie et de la République, c'est s'isoler et se fragiliser. Et je ne souhaite pas que Amadouba et son équipe puissent s'isoler. Et il risque d'être broyé par cette machine qui, aujourd'hui, n'accorde aucun répit aux anciens qui ont gouverné ce pays et Amadouba était parmi eux. Voilà pourquoi nous continuons à lui tendre la main. En tout cas, personnellement, c'est un appel que je lui lance. La dynamique est lancée de manière dispersée parce que Amadouba, nouvelle responsabilité,
le Parti démocratique sénégalais n'adhère pas à la démarche. Pour autant, l'on peut considérer que c'est une démocratie qui est en marche aujourd'hui. Et de manière assez intéressante, sera-t-il impactant? La question se pose. Parce que l'opposition au Sénégal est considérée comme inexistante par le pouvoir qui est en place. Selon Zahra Iyane Thiam, membre de la nouvelle responsabilité, sa formation politique n'exclut pas une adhésion sur toutes les initiatives qui visent à défendre la République et les libertés. Cependant, ils ont des priorités bien définies. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même que, en tant que politique, nous devons donner de bons signaux aux populations. Nous constatons que les amis d'hier deviennent les ennemis d'aujourd'hui, les ennemis d'hier deviennent les amis d'aujourd'hui, et que la recomposition se fait peut-être au gré des situations. Nous estimons que ce n'est pas cela le signal qu'il faut donner. Le Front pour la défense de la démocratie et de la République vient de voir le jour. 71 formations politiques de l'opposition ont décidé de se donner la main pour parler d'une seule voix. Merci Alassane. Consommation, à présent, l'État est décidé à contrôler et à maîtriser les prix des denrées de consommation courante. Le département du commerce a annoncé un projet de 2000 boutiques témoins appelées Sonadis, Société nationale de distribution des magasins Sonadis. Ce nom évoque de bons souvenirs chez certains Sénégalais. Sonadis, la belle époque, c'est un reportage de Abdou Diouf Diagne et Ahmadou Bambasomb. Que s'était implantée la dernière boutique Sonadis de Rufisque. La ville en disposait 3. Djibi Guissé venait dans ses boutiques de référence. Aujourd'hui, il s'en rappelle avec beaucoup de nostalgie. C'était des boutiques de référence qui permettaient à la population de venir acheter des produits alimentaires pour la plupart, mais à des prix très raisonnables, des prix fixés par l'État, où il n'y avait pas de thésaurisation, il n'y avait pas également d'exagération dans les prix. Et ça permettait également à des fonctionnaires, à des travailleurs de société qui étaient ici à Rufisque de venir prendre un ravitaillement complet et à le payer à la fin du mois parce qu'ils avaient une garantie. C'était destiné également à des fonctionnaires et à des gens d'un rang assez élevé ou moyen, le permettait de venir acheter. Un peu plus loin, à Arafat, nous sommes allés à la rencontre d'Ibrahima Diaw. Il a travaillé pendant plusieurs années dans les boutiques Sonadis. Il impute la disparition de ces boutiques de référence à une élite corrompue. Et pour faire revenir ces boutiques, selon lui, l'État doit être ferme. C'est difficile de faire reprendre la Sonadis. Parce qu'il n'y a pas d'hommes d'affaires, il n'y a pas d'hommes qui sont honnêtes dans ce pays. Il n'y a pas d'hommes. Ce sont les patrons qui ont gâté la Sonadis. Abdou Diouf a tout fait pour que la chaîne continue. Mais il n'y a que des hommes qui ne sont pas honnêtes, qui étaient là à la Sonadis, ils sont tous gaspillés. Pour revenir la Sonadis, ce sera difficile. Au moment où il y avait un temps, il y avait une fois, il y avait les boutiques témoins qu'on avait créées pour élargir l'emploi. Mais tout ce les personnes qu'on avait financées, ils ont tout mangé. Diaw Arafat est un boutiquier détaillant. Il assimile le retour des boutiques Sonadis à une catastrophe. Plusieurs emplois seront perdus, alerte-t-il. Parce que déjà les commerçants détaillants sont vraiment, ils ne travaillent plus, ils sont fatigués. En plus, si on ramène, parce que ce sont les grossistes maintenant qui causent énormément de problèmes aux boutiques détaillantes. Donc si la Sonadis revient, ça risque de poser encore d'autres problèmes. Et créer 2000 emplois pour en supprimer 50 000, je crois que ce n'est pas viable. Le ministre de l'Industrie et du Commerce a annoncé le lancement au mois d'avril des 2000 boutiques de référence en vue de lutter contre la cherté de la vie des Sénégalais. Merci Abdou. Tout autre chose à présent. Série d'accidents dans le nord du Sénégal. L'accident sur la route de Richard Toll a fait, vous le savez, 5 morts et plusieurs blessés graves. Les transporteurs s'inquiètent de cette série d'accidents sur la zone nord. C'est un reportage de Ousseynou Diop et Habib Sek.
Les séries d'accidents continuent sur nos routes et tuent chaque jour. 2 grands transporteurs de la région de Saint-Louis analysent cette situation et interpellent les chauffeurs et l'État. Au Sénégal, les routes sont étroites. C'est pourquoi il y a beaucoup d'accidents. Je pense aussi qu'il faut changer les comportements. Les chauffeurs de transport doivent revoir leur comportement, de même que les chauffeurs particuliers. Sabakhaw Diaw, il faut réformer le secteur du transport avec tous les acteurs pour changer le parc automobile. Pour lui, c'est la seule solution pour diminuer les accidents. Il faut réformer le parc automobile. Parce que nous avons beaucoup de problèmes sur nos routes. Les chauffeurs veulent avoir des voitures modernes, mais ils n'ont pas les moyens pour les acheter. L'État doit nous soutenir. On veut le faire, mais les charges sont lourdes. Ces 2 transporteurs prônent également des solutions pour diminuer les accidents de la circulation. Ils proposent des assises du transport pour recueillir l'avis de tous les acteurs. Il faut d'abord moderniser les gares routières. L'État doit changer tout le parc automobile des régions pour que les passagers puissent voyager tranquillement. De Ndioum à Saint-Louis, la route est très étroite. De Louga à Saint-Louis également, il n'y a pas de balises sur nos routes. Donc l'État a une part de responsabilité dans tout ça. Même les balises de virage n'existent plus. Et ces balises guidaient les chauffeurs pendant la nuit pour diminuer les accidents. Il y a du tout maintenant sur nos routes. La route tue et les accidents deviennent récurrents. Ces chauffeurs souhaitent la modernisation du parc automobile pour freiner l'hémorragie. Santé à présent, taux de mortalité maternelle et infantile très élevé dans certaines localités comme dans le département de Thiès et Tivaouane. Là-bas, les femmes ne respectent pas vraiment les consultations prénatales et les vaccins des enfants, et les acteurs de la santé, les professionnels s'en inquiètent beaucoup. C'est un reportage de Charanta Diop et Seylatir. Le point de convergence de tous les districts sanitaires de Thiès et Tivaouane, les personnels de santé, les relais communautaires, Badjenogor et les autorités locales de Ngaye Mékhé ont mis en œuvre des stratégies pour la promotion de la santé et la prévention. Je demande également aux femmes de venir très tôt à l'hôpital pour leur visite prénatale, mais aussi faire régulièrement le dépistage précoce des cancers du col, de l'utérus et du sein. La santé n'a pas de prix. Le médecin-chef du district sanitaire de Ngaye Mékhé a exhorté les femmes à fréquenter davantage les structures sanitaires. Pour le respect des CPN, pour le recours précoce aux soins et la couverture sanitaire universelle, ainsi que l'accompagnement des enfants pour la vaccination. Selon Dr Aïda Diop, adjointe du directeur régional de la santé, l'implication de la communauté est une nécessité pour améliorer les performances de la santé de la reproduction. En général, les Badjenogor pour sensibiliser les pères par rapport à la prise en charge précoce, tout ce qui est santé de la reproduction, mais aussi au niveau des adolescents pour les préparer à leur future vie parentale. Ces acteurs de la santé, unis comme un seul homme, s'engagent à soutenir l'action de la santé pour mieux sensibiliser les communautés en matière de la santé de la mère et de l'enfant. Environnement pour amorcer le processus d'actualisation du plan d'aménagement et de gestion du parc national de Niokolo-Koba. La direction des parcs nationaux, avec l'appui de ses partenaires, a organisé un atelier de 2 jours à Tambacounda avec les acteurs pour se pencher sur la question. L'une des fortes recommandations issues de cet atelier concerne la préservation de ce patrimoine. Dans ce sillage, les autorités forestières s'engagent également à multiplier les efforts de lutte pour que le parc ne tombe pas à nouveau sur la liste des patrimoines de l'UNESCO en péril. C'est un reportage de Mamadou Diouf. Pour amorcer le processus d'actualisation du plan d'aménagement et de gestion du parc national de Niokolo-Koba, la direction des parcs nationaux, avec l'appui de ses partenaires, a organisé un atelier de 2 jours à Tambacounda avec les acteurs pour se pencher sur la question. Le fait effectivement d'avoir organisé cet atelier de cadrage, c'est juste pour impliquer tous les acteurs. Voilà, dans l'élaboration de ce péage, de ce nouveau péage. Parce que vous savez, nous avions déjà un péage 2019-2023 voilà, qui a pris fin. Donc il faudrait quand même aller dans le sens effectivement de l'évaluer d'abord, de faire un diagnostic et de réviser effectivement ce péage-là. Et cela, nous ne pouvons pas le faire seuls. Nous devons le faire avec
nos partenaires techniques et financiers, avec non seulement les populations locales qui tournent autour, effectivement, du parc, mais aussi avec les collectivités locales, le collectif des maires. Parce que dans ce cadre-là, il faudrait quand même promouvoir l'intercommunalité pour la prise en compte, effectivement, des aspects de conservation. L'une des recommandations majeures de cet atelier concerne la préservation du parc. Le conservateur promet avec les acteurs de travailler pour que le parc ne tombe pas à nouveau sur la liste des patrimoines de l'UNESCO en péril. Oui, d'abord il faut savoir déjà le fait de sortir sur la liste rouge des sites en péril, c'est un grand effort qui a été fait, pas nous seuls, mais pas avec les partenaires, avec les communautés locales, avec les chercheurs, les universitaires et tout. C'est pourquoi tous ces partenaires-là sont à l'intérieur de la salle. Donc ce qu'il faut d'abord faire, il faudrait quand même aller dans le sens de la consolidation des acquis. Et le gouvernement aujourd'hui ne ménage aucun effort pour effectivement nous donner les moyens pour effectivement pouvoir consolider effectivement les acquis que nous avons déjà, encore mieux améliorer ces acquis-là pour effectivement mieux conserver le patrimoine naturel. Pour atteindre ces objectifs, la direction des parcs nationaux compte mettre en place un mécanisme de gouvernance qui va impliquer tous les acteurs étatiques et de la société civile, mais également les partenaires comme ULB qui a permis à la direction de pouvoir organiser cette activité à Tambacounda. Merci Mamadou. Parlons de culture avec la 3e édition du Djoudjouba de Katabina. Après avoir passé plus d'un mois dans le bois sacré, les jeunes circoncis rentrent chez eux au rythme du Djambadong. C'est un reportage de Bakary Conté. Après 45 jours passés dans le Grand Djoudjouba, on assiste aujourd'hui à la sortie des circoncis. C'est un rite de passage qui marque l'entrée des jeunes garçons dans le monde adulte. Il transmet les valeurs traditionnelles de la communauté mandingue. Ils apprennent beaucoup de notre culture. Tout ce qui est le Kankourang, pour nous le Kankourang c'est quelque chose qui est symbolique. Pour nous c'est le Kankourang qui surveille les circoncis. Pour nous le Kankourang c'est quelque chose que dans la culture mandingue, je ne peux pas dire, on ne peut pas le qualifier. Le Kankourang est tout pour nous. Donc à base de là-bas, que les circoncis connaissent le Kankourang et aussi comment respecter les vieux, comment respecter les pauvres et les riches. Parce que vraiment, on donne tous ces morales-là et les leçons-là au niveau dans la brousse. Sankou Sagna, acteur de développement dans le Pakao, revient ici sur toute l'importance de la circoncision. Une fois que l'enfant rentre de la circoncision, il intègre carrément la case des hommes. C'est-à-dire que c'est un nouveau point de départ pour l'enfant. Parce que durant ces moments, c'est un moment d'endurance, c'est un moment de solidarité. Vous savez, tous les enfants sont couchés ensemble. De la même manière, on ne peut pas distinguer le fils du pauvre au fils du riche. Bassirou Ndiaye, venu de Dakar, se dit très satisfait. Nous en sommes très ravis. Moi, je suis du Djolof, je suis de Dara Djolof. Donc quand je quitte cette zone-là pour venir m'imprégner ici, au sud, avec mon frère Kemba Gassama, c'est quelque chose de très grandiose pour moi. Cette 3e édition du Djoudjouba de Katabina a été une réussite totale. Durant ces 3 jours, toutes les facettes de la culture mandingue ont été revisitées. Les organisateurs comptent pérenniser cette initiative. Merci Bakary. À la une également de l'actualité mondiale. Le sommet sur l'action sur l'intelligence artificielle, chefs de gouvernement et leaders de la tech se réunissent aujourd'hui et demain à Paris pour débattre de la révolution IA. Comment l'Afrique se positionne face à la révolution technologique? Mamadou Ndiaye. L'intelligence artificielle est partout. Assistant virtuel, reconnaissance faciale, diagnostic médical assisté, des outils qui transforment notre quotidien. Mais en Afrique, cette révolution est encore en construction. Aujourd'hui, le continent n'est pas un spectateur, mais vraiment un acteur en devenir. Avec une population jeune et de plus en plus connectée, donc une population dynamique, l'Afrique dispose d'un potentiel immense pour innover et s'imposer dans ce domaine. Pour l'Afrique, nous avons trop de problèmes, trop de difficultés à prendre en charge dans nos pays, sur le continent. Je pense à la santé, à l'agriculture, à la pêche,
à l'éducation, le plus souvent, ce qu'on observe, c'est des problèmes d'effectifs, des insuffisances d'effectifs. Et on peut gérer cela à travers l'intelligence artificielle. Prenons le cas de la santé. On peut, par exemple, gérer, pallier l'insuffisance des effectifs. Pourtant, sur le terrain, des initiatives émergent au Kenya, en Afrique du Sud, au Nigeria. Des startups développent des solutions locales adaptées aux réalités africaines. Des startups utilisent l'IA pour résoudre des défis spécifiques au continent. Ces innovations montrent que l'Afrique ne se contente pas d'importer seulement des technologies, mais les adapte et puis les réinvente pour répondre à ses besoins. Je pense à l'éducation, l'insuffisance d'effectifs en ce qui concerne les enseignants. Je pense à côté de la santé, de l'éducation, je pense à l'agriculture. Comment on peut passer d'une agriculture où on souffre énormément à une agriculture de choix? Mais ces innovations font face à plusieurs défis. Manque d'infrastructures, formation insuffisante et surtout, accès limité au financement. Il faut investir dans l'éducation et la formation, encourager les partenariats publics-privés et puis développer les infrastructures numériques, c'est-à-dire garantir un accès fiable et durable à Internet, socle pour le déploiement de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle redessine le monde révolutionnant l'éducation, la santé et l'économie. Mais quelle est la place de l'Afrique dans cette transformation entre initiatives prometteuses et défis structurels? Il y a levier de transformation africaine, c'est notre débat de ce soir dans un instant dans Soir d'Info. Un mot de sport avant la fin de sport qui ne surprend pas les spécialistes. Cher Sadibou Diarra. Et très honnêtement, je pense que le garçon aujourd'hui répond présent dans le jeu, dans tous les compartiments du jeu, sur le plan offensif comme sur le plan défensif. Il a la permettre à l'équipe de pouvoir remonter le bloc. Formé à l'Académie Génération Foot, revient d'une fracture de la jambe. L'avant-centre international U17 sénégalais, un joyau qui possède toutes les qualités d'un attaquant moderne. Parce qu'un attaquant, tout ce qu'on peut lui demander déjà, c'est de pouvoir marquer. Et avoir de la réussite, être efficace, et ça ne s'improvise pas, ça se travaille au quotidien, ce sont des gestes qu'on répète tout le temps, tous les jours à l'entraînement, et c'est ça qui te permet d'être efficace devant le but, et un attaquant stresse devant le but, c'est ça la marque des grands attaquants. Révélé au grand public suite à son triplé contre Pologne au Mondial U17 2023, Idrissa Gueye ne manque pas de défis à relever, entre autres permettre au FC Metz. Ensuite, dans un instant, on parle de l'intelligence africaine, l'intelligence artificielle. On va souhaiter qu'elle devienne africaine et que l'Afrique s'appuie là-dessus pour sa transformation industrielle, pourquoi pas. On en parle dans un instant.